Ici Radio Foutoir. Écoutez attentivement ce qui va suivre. Je répète, écoutez attentivement. Les personnalités de gauche s'expriment sur les incendies en Amazonie et la destitution du président Lula. La planète est en danger. Je répète, la planète est en danger. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire votre point de vue sur les incendies qu'il y a en Amazonie aujourd'hui et en Afrique? Je m'appelle Yann Brossat, je suis adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement d'urgence et par ailleurs élu du 18e arrondissement et aussi porte-parole du Parti communiste. Enfin, c'est évidemment des événements qui sont dramatiques et qui ne peuvent pas être simplement mis sur le compte d'un événement naturel. On a derrière des politiques qui visent en réalité à faire du fric avec des territoires qui devraient au contraire être défendus et être préservés. Donc on touche là en réalité aux conséquences d'un système qui est un système économique qui est fondé sur la prédation de l'humain et la prédation de la planète aussi. On ne peut pas dire que l'arrivée de Bolsonaro au Brésil et améliorer la situation. Au contraire, puisque le nombre de départs de feu en Amazonie a augmenté de 86% depuis un an. Donc c'est évidemment un combat qu'on doit mener. Bon, je suis Miguel Ángel Ferriz, membre actif de Podemos Paris. Et bon, on est en train d'organiser une rencontre internationale avec les copains de Lula Libre et Colombia Humana et aussi de Podemos et France Insoumise, parce que maintenant on a eu une espèce de stratégie de néolibéralisme de faire le taxage des ressources de l'environnement, tant au Brésil comme à la Colombie. À la Colombie, ils sont en train de détruire la forêt, aussi le port, l'écosystème de l'océan, de l'Atlantique, pour extraire des minéraux et tout ça. Alors, c'est une situation très pareille. Mais nous, on veut découvrir quels sont un peu les rapports entre le commerce, le libre commerce de l'Union européenne et surtout de la France et l'Espagne, avec l'exploitation incontrôlée et absolument insoutenable des ressources que l'on veut extraire de l'Amazonie et d'autres zones de forêt en Colombie et au Brésil. Nathalie Arthaud, je suis porte-parole de Lutte ouvrière, une des porte-paroles de Lutte ouvrière. Sur l'Amazonie, comme tout le monde, oui, je pense que c'est le reflet d'un système qui est de plus en plus fou, qui est de plus en plus hors de contrôle et qui est en train de bousiller la planète, la vie sur Terre. Voilà. Donc là-dessus, je ne vais pas être très original. Je ne crois pas quand même qu'il y ait un seul interviewé qui t'ait répondu que c'était une bonne chose et une bonne nouvelle pour l'humanité. Voilà. Maintenant, cette question de l'écologie, pour moi, clairement, elle pose la question de qui dirige cette société. Voilà. Qui tient les manettes, qui prend les décisions qui engagent la vie de tous, de nous tous sur cette planète. C'est-à-dire, elle pose le problème de la domination de la bourgeoisie. Voilà. Et tous ceux qui refusent de poser cette question et qui pensent avoir des solutions pour l'environnement, pour le climat, pour la planète, en réalité parlent pour ne rien dire. On peut avoir énormément d'idées, de choses à faire sur le terrain écologique, sur le terrain environnemental. On peut faire la morale, ça c'est sûr que ça y va fort d'ailleurs. On peut culpabiliser tout un chacun. Mais si on laisse les véritables responsables, ceux qui prennent toutes les décisions de comment on produit, de qu'est-ce qu'on produit, de où on produit, et de décider qu'en fonction de leurs intérêts égoïstes pour faire plus de fric et plus de profit, eh bien de toute façon on est mort. Voilà. La question elle est aussi simple que celle-là. Pour moi la question écologique elle pose la question le problème du pouvoir économique, du pouvoir politique. Elle pose le problème d'exproprier à la bourgeoisie cette classe d'irresponsables.
C'est une conséquence écologique terrible, mais c'est pas les premiers. Il faut bien attirer l'attention sur le fait que la destruction de la forêt amazonienne, qui est pourtant indispensable à l'équilibre écologique de la planète, est aussi la mise en œuvre par des décisions du gouvernement français. Donc il faut, bien entendu, face à l'exigence écologique, il faut tout faire pour l'empêcher. André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, président du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Ces incendies ne sont pas le fruit du hasard. Ils se développent au moment où l'Union européenne est en train de finaliser 8 accords de libre-échange. Et que le libre-échange, avec ce que ça signifie, c'est notamment donner du pouvoir à des monocultures, à des gros exploitants qui vont prendre la forêt amazonienne notamment pour inonder l'Union européenne de produits. Et ce que je dis chaque fois, c'est que toute décision qui est prise en termes de libre-échange, ça a des conséquences envers les peuples avec qui on passe cet accord, c'est-à-dire en termes de biodiversité dans le domaine environnemental, mais au niveau social, parce que derrière tout ça, c'est des communautés qui vivent de la forêt notamment, qui vont disparaître avec une guerre qui est une guerre sans merci. Il y a donc une complicité de fait entre ceux qui développent les accords de libre-échange et ceux qui aujourd'hui brûlent, que ce soit la forêt africaine ou la forêt amazonienne. J'ai établi un lien très étroit entre tout ça. C'est donc une forme d'hypocrisie de continuer à dire on va lutter contre ceux qui sont responsables des incendies et en même temps on continue à négocier des accords de libre-échange qui sont directement responsables de ce qui se passe. Philippe Poutou, ouvrier à Ford pour l'instant, et porte-parole d'INPER. Les incendies en Amazonie, comme la plupart des gens, on est catastrophés. Alors après, on sait très bien qu'il y a un problème très profond qui est posé. Ça fait très longtemps, la destruction de la forêt amazonienne. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Mais bon, là, on est vraiment au cœur d'un problème politique et le capitalisme aujourd'hui. Un productiviste qui est capable à la fois d'écraser des gens, mais en même temps de détruire l'environnement. Et des Bolsonaro, y compris des Macron, on a une bande d'hypocrites qui savent très bien ce qu'ils font et qui vont des fois être indignés par des choses qui provoquent eux-mêmes par leur propre politique. Donc après, c'est cette question-là, comment la population relève la tête, elle se bat, et à un moment donné, on se dit il faut virer ce système et il faut mettre en avant les priorités sociales, humaines et écologiques. Je suis Arlette Laguillet, ancienne porte-parole de lutte ouvrière. Écoutez, je crois que c'est le fruit quand même de toute une politique qui a quand même été menée même avant Bolsonaro, qui consiste quand même à déboiser avec des méthodes qui créent des fois des incendies. Bon, on ne sait pas jamais trop les origines, c'est des gens pour pouvoir exploiter les terres qui l'ont fait. En tout cas, le pouvoir il a laissé faire. De toute façon, on peut dire au moins ça. Et Bolsonaro, là-dessus, je crois qu'il est dans la lignée quand même de tout ça, et avec un côté extrémiste de droite, on peut dire d'extrême droite, il n'y a pas de souci là-dessus, et que c'est pas son problème, quoi. Si l'économie estime qu'elle va bien comme ça, il va s'enlever de l'Amazonie et des feux, alors que l'Amazonie a ses richesses mondiales et il faudrait qu'on la préserve aussi. Les feux qu'il y a en Amazonie, effectivement, il y a des mouvements des sans-terre et des mouvements du comité Libérez Lula qui vous expliqueront que c'est dû à une déforestation à cause d'une agriculture intensive. C'est le bois qu'on exploite en Amazonie et c'est le soja. On est hyper dépendant du soja et je crois qu'il faudrait une région entière pour produire tout le soja qui nous sert dans l'alimentation du bétail aujourd'hui, une région de France. Donc il faut trouver d'autres alternatives. Nous sommes aussi responsables de ça. Moi je partage aussi ce qui a été unanimement dit pour la protection de cette partie de la planète. On dit que c'est le poumon de la planète, moi je le crois volontiers, et je crois volontiers qu'on doit empêcher tous les promoteurs et tous les destructeurs d'agir, et que ça devrait être pris en main du point de vue de tous les services publics brésiliens, alors que malheureusement là-bas le pouvoir s'en moque, comme il se moque de la COP 21 et de tout ce qui a trait à la protection du climat et de l'environnement.
Que pour vous, le président Lula, l'ancien président brésilien, a été piégé Absolument. Et c'est pour ça que cette rencontre aussi veut rassembler les principaux dirigeants de Podemos, Pablo Iglesias, de la France insoumise, qui est en train aussi d'avoir une situation de persécution de l'État français, même avec les copains de Lula libre, parce qu'il sera encore en prison, ou peut-être pas, et Petro, qui est le dirigeant de la gauche colombien, qui est menacé de mort par des paramilitaires de l'État colombien. Et alors, on veut dénoncer que cette persécution, ça met une autre stratégie qui fait la substitution des coups d'État traditionnels militaires par des coups d'État judiciaires et par des coups d'État finances et par des coups d'État du contrôle des médias pour essayer de faire une mauvaise image de dirigeants de gauche en Amérique latine et en Europe. Ça c'est compliqué, je sais pas. Ouais, visiblement oui quand même. Mais il n'est pas non plus tout blanc. Parce que si Lula avait vraiment mené une politique avec la population et tout ça, il n'en serait pas là. Quoi. Il n'aurait pas été débarqué parce que c'est vrai que malheureusement, mais c'est comme l'expérience de la gauche un peu partout. Hein. La gauche au pouvoir, elle a quasiment tout le temps trompé le peuple, trahi. Et Lula fait partie aussi de cette gauche-là. Après, certainement que la bourgeoisie brésilienne, les milieux réactionnaires et même d'extrême droite brésiliens ont tout fait pour écarter Lula, pour eux prendre le pouvoir. Bon, ça c'est sûr qu'il y a eu ça. Quoi. Je pense que l'ancien président Lula a une volonté de répondre aux attentes de son peuple. Évidemment, c'est compliqué. Moi, je me suis souvent posé la question, je me suis dit, est-ce que les choix économiques du Brésil, avec la monoculture, avec cette volonté d'exportation, correspondent aux attentes? Mais je crois qu'il y avait aussi, j'ai rencontré en particulier des mouvements sanitaires du Brésil, il y avait quand même un accompagnement qui était réel de la part de Lula. Certes, c'est compliqué, il y a des rapports des forces, mais on voit bien qu'il avait établi une forme de protection et une volonté de redonner du pouvoir, de la terre, notamment aux paysans sans terre, parce qu'il avait bien compris, je le pense, que non seulement c'est une question sociale de vivre sur son territoire, sur son pays, mais en même temps, c'est une question environnementale. C'est la terre-mère qui est concernée dans tout ça. Donc sans doute on peut toujours dire qu'il n'a pas fait assez, il a fait avec un rapport des forces, mais aujourd'hui on voit bien que par le fait qu'ils soient emprisonnés, s'il n'en a pas fait assez, pour beaucoup il en a fait trop. Honnêtement, j'en sais rien. Pas assez au fait de la vie politique brésilienne pour savoir s'il y avait vraiment un complot contre lui, s'il a fait des choses répréhensibles et qui méritent sans doute pas l'emprisonnement, c'est 6 ans, je crois, d'emprisonnement. Bon. Alors, Lula, il a fait des bonnes choses à un moment, moins après. Hein, donc peut-être qu'il s'était piégé par une justice aux ordres, c'est possible. Mais je crois que ça, on finira par savoir la vérité de toute façon. Et que c'est bien difficile à distance, alors que des fois, même ici en France, on est incapable de savoir exactement ce que les hommes politiques qui sont mis en examen ont fait, pas fait, tellement obscur, et ça doit être la même chose au Brésil. Donc c'est bien difficile d'avoir un avis là-dessus. Maintenant que ses partisans essayent de le sortir de là, c'est bien normal. Bien sûr, enfin, vous allez rencontrer ici des Brésiliens du comité Libérez Lula qui vont vous expliquer toute la manigance du juge Moro pour cette affaire. Il y a les révélations d'Intercept, vous en saurez là un peu plus. C'est les spécialistes de cette question. Ah ben moi ça me semble absolument certain. Personne ne sait où il est, ce foutu appartement qu'on lui reproche de posséder. Et je ne vois pas comment on peut croire la parole d'un juge qui lui-même est devenu le ministre de la Justice de l'ennemi qui a bénéficié du piège. Donc là, c'est un coup d'État là-bas, c'est pas du tout une justice. Et par conséquent, il devrait être immédiatement libéré et les élections recommencer. Je ne sais pas s'il a été piégé. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a fait tomber dans un piège dont il ne pouvait pas sortir. Il a été victime d'un
un coup politique, c'est rien d'autre qu'un coup d'État, ça c'est sûr. C'est la raison pour laquelle nous les communistes, on a toujours défendu Lula. D'ailleurs c'est un peu pathétique de voir aujourd'hui des chefs d'État occidentaux comme Macron expliquer qu'ils sont très choqués de ce qui se passe au Brésil depuis l'arrivée de Bolsonaro, alors même qu'ils n'ont pas levé le petit doigt pour défendre Lula qui était victime d'un coup d'État à l'époque. Hein. Ah ben clairement, ça a été effectivement un calcul de l'opposition pour se débarrasser de lui, hein, et pour prendre le pouvoir. Oui, là on peut parler sans aucun doute de procès politique. Hein, maintenant, comment dire, bon après, qu'est-ce que Lula, quel privilège a-t-il eu? Ça c'est encore une autre question, mais moi je pense que c'est un procès politique, hein, et on peut le dire, même si moi je ne considère pas que Lula ait mené une politique favorable aux travailleurs et aux plus pauvres au Brésil, hein, parce qu'en réalité il a fait tourner un appareil d'État, une société, toujours en suivant les mêmes lois, les mêmes pressions qui venaient de la classe capitaliste. Hein, donc voilà, moi en tout cas ça fait pas partie de mes modèles, hein, et de mes exemples Lula, mais il n'en demeure pas moins que voilà, je pense aussi que c'est scandaleux et que je dénonce cette situation-là. Bien entendu, c'est une provocation au nom de soi-disant une corruption. Il y a de la corruption dans la vie politique brésilienne, c'est une évidence. Et là, ce qu'on reproche à Lula, c'est un appartement que personne n'a jamais vu, qui a entraîné quand même une condamnation. Je rappelle que Lula a été donné vainqueur dans les sondages. Condamnation, une mise en prison, et Sergio Moro, le juge brésilien qui a mené cette enquête, se retrouve ensuite comme par hasard nommé ministre de la Justice de l'infâme Bolsonaro. Donc c'est signé furax, si je puis dire. C'est clairement une provocation, et toute conscience un minimum éclairée doit prendre la défense de Lula et exiger non seulement sa libération immédiate, mais clairement qu'il soit lavé de toutes ces accusations infâmes. C'est le sens de la visite de Jean-Luc Mélenchon, c'est le sens aussi des prises de position ici à la fête de l'UMA. Lula est innocent, les voyous, c'est Moro, c'est le gouvernement Bolsonaro. Est-ce qu'on peut y voir une nouvelle opération Condor? Oh bah oui. Ouais, enfin il y a quelque chose de ce registre-là, bien sûr. En tout cas, nous on sera toujours solidaires du combat qui est mené là-bas par les progressistes, par Lula, par Dilma qui vient d'ailleurs à la fête de l'humanité en ce moment là. Donc c'est bien sûr un sujet qui nous tient très à cœur. Bon, on est en train d'avoir une nouvelle opération parce que maintenant, la Colombie est en train de rentrer dans une guerre avec la Venezuela et avec le soutien des États-Unis qui a aussi utilisé la Colombie comme cette base militaire qu'il y a dans le terrain de la Colombie pour essayer de faire une opération dans le principal État, c'est la Venezuela. Mais je pense que l'opération Condor, avec d'autres stratégies déjà, est mise en œuvre avec Lula, avec Petro, qui a un récit de tentatives de meurtrières en Colombie en pleine campagne électorale, ça fait une année, et alors ça continue. Je sais pas, peut-être, on ne peut pas l'exclure, de toute façon, Effectivement, le bras de l'impérialisme, de toute façon, est très long, hein, donc tout ça n'est pas à exclure. L'opération Condor, c'était les assassinats. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus sophistiqué. C'est l'utilisation abusive de la justice pour éliminer les opposants. Ce que nous, on appelle, ce qui s'appelle l'affaire, quoi. C'est, comme par hasard, des juges qui frappent des opposants, qui les mettent en prison. On voit ça en Amérique du Sud, j'ai encore vu qu'en Tunisie, sur sa politique là. Et là-dessus, ça mérite, c'est le sens de l'appel qu'on a fait, qu'on soit très vigilant, parce que même en France, on le voit bien, il y a quand même une utilisation parfois assez politique, à géométrie variable de la justice, même si l'intensité, évidemment, de l'attaque n'est pas la même que dans ces pays-là. Ce coup d'État a constitué l'acte inaugural d'un processus de rupture institutionnelle